Signé Mario Daransec, je vous laisse découvrir l'ouvrage pour vous faire une idée et découvrir le sens de la narration d'Irina Teodorescu. Vous me corrigez sur la prononciation, Irina? Alors, Teodorescu. Voilà. Vous êtes né à Bucarest en 1979. Vous vivez en France, j'ai envie de dire, depuis seulement 1998. Je ne sais pas si vous étiez francophone, francophile, ou si vous avez appris notre langue depuis que vous y êtes arrivé. On va y revenir. Graphiste et illustratrice, vous publiez La Malédiction du bandit moustachu, votre premier roman, mais je signale tout de même que déjà, il y a quelques années de cela, vos lecteurs, s'il y en a parmi nous aujourd'hui, avaient pu vous découvrir avec un recueil de nouvelles 13. Exactement. Exactement. Alors, aujourd'hui, c'est votre premier roman. Lorsqu'on regarde sur Internet ce qui est dit sur vous, on a pu lire, au moment de la rentrée littéraire de septembre, Nouveau visage de la rentrée. J'ai même lu, elle fait partie des primo-romanciers de la rentrée 2014. Un jeune visage, primo-romancier. Comment vous avez réagi à cela, Irina? Ça fait plaisir de savoir que mon roman a été remarqué par la presse. Je crois que c'était Le Figaro littéraire qui disait ça. Donc voilà, c'est inattendu. Je ne pensais pas que ça va marcher. Et puis en fait, quand on se fait remarquer, après on attend plus, et encore plus, et encore plus. Et du coup, voilà, on n'en a jamais assez. Et en même temps, est-ce que c'est pas un petit peu effrayant ou intimidant d'être classé comme ça dans la couvée de la rentrée, l'arrivage de la rentrée, avec effectivement ce que certains ont pu écrire? Voilà, elle fait partie des 10 primo-romanciers. Est-ce que ça vous a d'emblée plutôt séduite et encouragée? Ça vous a pas un petit peu intimidé d'être un peu le parfum du mois, quitte à être celui qui ne sera plus à la mode la saison précédente ou prochaine? J'ai pas pensé si loin déjà, enfin j'ai vite. Et non, pas tout que ça. Et en fait, c'était une rencontre assez sympathique avec les autres 9 auteurs qui avaient été choisis par le journal. Et ça nous a permis d'échanger un peu sur notre expérience. C'est vrai que quand on sort un premier roman comme ça, on ne sait pas trop dans quoi on met les pieds. Et on découvre au fur et à mesure, il y a des surprises agréables, on se rend compte aussi qu'on n'est pas le seul auteur de la maison, qu'il y en a plein d'autres, que la maison n'est pas là à nos petits soins tout le temps. Enfin, ils sont là, mais pas tout le temps. Et voilà, il y a des choses qu'on découvre, et puis c'est pas si effrayant que ça. En fait. Eh ben, tant mieux. Gaïa, d'ailleurs, les éditions Gaïa, je le précise, on vient de le glisser dans l'oreille, je ne le savais pas. Je crois que c'est une filiale d'Actes Sud, même groupe qu'Actes Sud. Oui. Alors ça ne m'étonne pas, je trouvais que le format, c'est ce que je disais à la délicieuse Solène au rayon littérature générale et étrangère, je trouvais que la prise en main, le volume, la densité des pages, me rappelait effectivement Actes Sud. C'est une filiale, m'a-t-on dit, effectivement, du même groupe que donc qui édite Actes Sud, si Actes Sud n'est pas directement derrière. Alors, plusieurs personnages, une malédiction, une famille maudite, ça court sur plusieurs générations, et en même temps, vous avez choisi de partir d'un point de départ qui vous avait déjà interpellé. J'évoquais comment vous êtes illustratrice, graphiste. Si certaines personnes vous ont déjà googlisé ou googlé, il y a une interview de vous qui traîne sur YouTube, et où vous dites que, justement, à un moment où vous êtes senti interpellé par le thème du couple, le thème du mariage, que ça vous interpellait et intéressait beaucoup, et de fait, c'est le point de départ de ce roman. C'est assez atypique de commencer presque sur un sujet sociologique avant que ne se déroule cette épopée familiale avec une malédiction. En fait, toute l'épopée familiale est un sujet sociologique pour moi, puisque la famille en elle-même, enfin l'idée de la famille est un peu en question. Après, chacun décidera à la fin de la lecture si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et oui, effectivement, ça a commencé, je faisais un dessin d'un couple de jeunes mariés, et je me suis posé cette question, enfin j'avais pensé à ça en dessinant, que c'était quand même, enfin en pensant à ces jeunes que je dessinais, je me disais qu'au moment où ils ont pris cet engagement, ils y croyaient
Vous êtes mariée, vous, Irina? Non. Pas encore? J'ai déjà été mariée, j'ai divorcé, du coup, voilà, c'est... Alors, est-ce que c'est pour cela que peut-être que vous en avez tiré une leçon, page 33, et l'amour? L'amour que j'imagine est une illusion, une idée saugrenue qui est arrivée entre eux, vous faites allusion bien sûr à de premiers personnages, comme un faux élan, ou plutôt comme un cadeau empoisonné. Je sais que tout s'est joué en un seul tour, le jour de son 23e anniversaire. Ben dites donc, vous êtes une jeune femme, c'est ce que vous pensez? Une illusion, une construction mentale, un cadeau empoisonné? Alors non, c'est pas ce que je pense, c'est ce que mes personnages pensent. C'est bien, donc voilà. Différenciation déjà de l'auteur et de l'individu, donc de la femme qui est derrière. À partir de là, donc, quelquefois les auteurs n'aiment pas raconter le pitch. Est-ce que vous voulez raconter le pitch que bien sûr tout le monde peut découvrir en 4e de couverture? Oui, je peux le faire. Alors, il s'agit donc de... je peux vous aider. Voilà, c'est l'histoire... Enfin, il y a deux histoires. La plus grande se déroule donc quelque part à l'est. Enfin, c'est en Roumanie, donc mais c'est pas dit dans le roman. Et ça commence par c'est une saga familiale qui se déroule sur un siècle. Et ça commence par le père de cette famille. Le père fondateur. Voilà, le père fondateur qui veut s'enrichir. C'est un petit bourgeois, il n'est pas très riche, mais il veut s'enrichir encore plus. Et il chope le bandit moustacheux, qui est un Robin des Bois local. Et il l'enferme dans sa cave et il lui demande de lui dire où se trouve son trésor caché. Sinon, il ne le laisse pas partir. Alors, ce qu'il en reste, hein, parce qu'il a déjà beaucoup distribué autour de lui. Oui, mais il en a encore un peu. Voilà. Et alors, le bandit moustacheux pense qu'il va se faire libérer, donc il dévoile sa cachette, mais le père fondateur de la famille en question n'est pas du tout ni bon, ni un homme de parole. Voilà. Et du coup, il laisse le bandit mourir de soif. Et donc, c'est le point de départ de la... C'est le point de départ. Ce bandit maudit toute la famille jusqu'en l'an 2000. Et là, on n'en rencontre pas plus, puisque voilà. Tout tient dans les quelques centaines de pages de ce premier roman qui, personnellement, m'a emballé. En fait, je disais quelques centaines, je vérifie toujours. Non, en fait, 153, mais très dense, un très beau volume. Donc, c'est vraiment... ça fait vite plusieurs personnages. On reviendra tout à l'heure sur votre propre expérience. Vous donnez des cours d'écriture, des ateliers d'écriture, des chapitres très très courts. C'est un vrai page-turner. On a toujours envie de chapitre en chapitre de cavaler derrière les personnages. Vous étiez très attentif à cette construction de chapitres courts, puisqu'aujourd'hui on dit que quand on est un écrivain contemporain, on est bien obligé de tenir compte du temps ou pas qu'ont les citoyens aujourd'hui en 2014. C'était vraiment penser ces chapitres très courts et cette multiplicité de personnages pour ne pas lasser peut-être. Non, pas vraiment, mais je suis quelqu'un qui se lasse très vite et qui est très impatiente. Et donc, je l'ai fait en fait à mon rythme. Donc, j'écrivais à ce rythme-là, ce qui fait que ça a donné ça. En fait, je me rends compte que maintenant de ce que ça fait au lecteur. Alors il y a beaucoup de personnages, et vous le dites volontiers dans vos interviews, celles de YouTube, je ne veux pas qu'ils soient bons ou qu'ils soient méchants, j'adore observer les gens, donc vous êtes très attentive à ne pas verser dans le manichéisme. Il n'y a pas le gros méchant, il est super gentil, candide. C'est vraiment une peinture de l'humanité plus ambiguë que ça. Oui, en fait c'est mon observation, c'est-à-dire qu'il y a toujours des côtés bons et des côtés mauvais dans les gens. Et même, je crois que les plus méchants peuvent finalement avoir des bons côtés. Et voilà, c'est ce que je voudrais, moi, qu'on comprenne à la lecture de ce livre. Après, pour la Roumanie, on a découvert que la Roumanie avait une vraie tradition d'appétence pour la culture française, voire pour la langue française. Vrai ou faux? Vrai pour plutôt la génération de mes parents. Moi, ma génération, on est plus
anglais, parce que voilà, maintenant tout le monde parle anglais. Moi, j'ai fait des cours quand j'étais petite. J'ai fait une année de français à l'Institut français. Mais c'était tout, quoi. Mais c'était tout, et puis c'était comme, voilà, comme à l'école. Hein. Ouais. Alors, la question qui me venait derrière, c'est que moi j'étais impressionné par votre maîtrise de la langue française, d'un point de vue littéraire, qui caractérise votre style, et puis des expressions dont on croit toujours qu'elles n'appartiennent qu'aux Français. Les chiens ne font pas des chats, v'là l'emmerde, la pratique du style indirect libre, qui donne beaucoup de rythme, beaucoup de rythmique d'ailleurs à votre narration. Donc vous vous êtes vraiment imprégné dès que vous êtes arrivé en France, au point de maîtriser, je trouve, le rythme, les expressions populaires du français. C'est une chose qui m'a assez scotché, moi, à vous lire. Est-ce qu'on vous en a déjà fait le retour? Oui, mais alors, il n'y a pas des... C'est pas... Le romain est une langue latine. Et il y a beaucoup d'expressions qui sont les mêmes. Enceinte jusqu'aux yeux, en parlant d'un de vos personnages. Vous avez cette expression-là en roman, on dit jusqu'aux dents. Jusqu'aux dents, d'accord. Je me suis dit, est-ce qu'ils ont l'image ou une autre, voilà. Mais il y a des les chiens ne font pas des chats, que je citais, que j'ai encore retrouvé cet après-midi en reparcourant votre roman. Vous avez une expression comme ça, les chiens ne font pas des chats? Alors celle-là, non. Donc vous l'avez apprise chez nous. Voilà. En tout cas, vraiment bravo. Mais il y a une expression qui correspond, donc il y a voilà. toujours, Ou la pomme ne tombe pas loin du pommier. On a ça aussi en France. Ouais, non, il n'y a pas ça. Ou c'est la poire peut-être. C'est les pommiers qui ne font pas de poire. Ah bah vous voyez, bon, parfait. À ce sujet, on a une communauté roumaine à Rennes. Est-ce qu'on a des gens de Roumanie? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a des gens qui avaient déjà lu le recueil de nouvelles d'Irina? J'y fais allusion. Ah, parfait. Eh bien, est-ce que vous avez déjà des questions à poser à Irina par rapport à ce que vous connaissiez d'elle et à ce premier roman dont vient un petit peu de positionner la démarche? Pas l'histoire, mais la démarche. N'hésitez pas, hein, les auteurs, je suis là pour amorcer, hein, simplement. Non? Bon. Donc on a des Roumains avec nous. Mais non, pardon, des gens qui avaient lu son recueil de nouvelles. Voilà, parfait. Alors, quand on regarde aux éditions Gaïa la politique d'édition, ils ont différents départements. Littérature slave, littérature... différentes familles d'origine. Est-ce que vous définissez votre roman comme quand même slave, roumain ou français? Alors, déjà slave, ce serait... la Roumanie n'est pas du tout un pays slave. Merci de me corriger en public, voilà. Très bien. Non, vous disiez, c'est plutôt latin, c'est plutôt latin. C'est plutôt latin. Après, oui, il y a une partie de la culture qui est un peu... Enfin, on peut retrouver des contes qui sont les mêmes que les contes russes ou d'autres pays slaves. Mais moi, je ne définirais pas mon roman comme étant slave. Peut-être un petit peu romain, quand même, il y a de l'esprit romain. Ouais. Mais c'est un roman écrit en français. Parce que voilà, est-ce qu'il suffit d'écrire en français et d'être édité en France pour que ce soit français, ou est-ce que de par les origines d'un auteur, tel que vous venez de le rappeler, vous dites qu'il y a un esprit roumain? Alors moi je trouve qu'il est beaucoup question de Dieu et de la queue du diable et de la façon dont ils sont quelquefois en entente pour mieux tomber sur le destin des gens. Est-ce que ce serait ça la part roumaine de votre écriture? Ce rapport à deux figures archétypales, le bien et le mal, Dieu et le diable, au-dessus des destinées. J'y étais très, très sensible à ça. Je pense pas, parce qu'il y a beaucoup de ça en France aussi. Ah oui, on est judéo-chrétiens et cathos, oui. Voilà, et moi j'ai rencontré des gens qui sont tout à fait encore dans une croyance, dans une foi, comme ça, le bien et le mal, très nettement séparés. Et non, c'est pas ça. La partie roumaine est plus la façon de... Enfin, le côté loufoque du roman, on va dire. Oui, je pense. Ce que dit d'ailleurs votre éditeur, tragique et loufoque, oui. Voilà, et puis ce mélange des deux, qui je pense est un peu romain, de se moquer de soi-même et de son propre malheur. Donc l'ironie, quoi. Voilà. Cela dit, est-ce que c'est un roman à travers cette malédiction et cette rémanence du destin, des ascendants sur les descendants, est-ce que c'est un roman qui, justement, dans sa dimension tragique, travaille le thème du destin?
et comment il est difficile, génération après génération, de s'affranchir de certains pans de l'histoire familiale. Bah, oui, complètement. Après, voilà, moi, je n'ai pas de réponse à ça. Et je pense que même cette famille n'a pas de réponse à ça. Et c'est ce que je voudrais que... Enfin, j'ai essayé de transmettre, c'est qu'il n'y a pas de réponse à la grande question de est-ce que le destin existe ou pas, ou... voilà. Donc là aussi, à chaque lecteur et lectrice de se faire une idée à la lecture. Je suis assez... j'ai beaucoup aimé la couverture, mais que je trouve un peu enfantine. Et est-ce que vous la ressentez comme telle, ou est-ce que ça renverrait assez bien à la dimension fable, voire conte, de votre roman? Alors là, il y a 3 genres différents, mais comment vous avez réagi lorsque votre éditeur vous a proposé cette couverture, qui pourrait très bien être celle du général Dourakine, si j'écorche pas son nom, de la comtesse de Ségur, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Est-ce que ça renvoie bien à votre écriture et à l'univers conte, fable, autant que roman? Votre sentiment, Irina? Quand j'ai vu la couverture la première fois, ça m'a fait très étrange parce que j'avais un texte avant qui était en train de devenir un livre. Et je me suis dit, bah tiens, ça va être ça. Et je ne savais pas trop comment. Je trouve qu'elle est jolie, ça marche assez bien, en fait, ça attire l'œil. Les gens, la semaine dernière, j'étais dans un salon, les gens qui se retournaient, qui regardaient le livre, souriaient. Bon, après, je pense que ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas de quoi ça parle, et donc c'est pas forcément la réaction que j'attends. Mais c'est mieux que rien. Tout à fait. Et puis c'est même plutôt pas mal. Et du coup, là, entre-temps, je me suis habituée. C'est cette couverture-là. J'ai appris récemment que mon livre va être traduit en allemand et il sortira à la rentrée prochaine. Bravo. Et du coup, je me dis, voilà, est-ce que la couverture va changer? Est-ce qu'eux, ils vont présenter le livre autrement? Parce que je ne sais pas comment, pourquoi ça les intéresse. Je ne connais pas du tout le marché là-bas, donc bien ça sûr. va être encore une autre aventure. Mais cela dit, par rapport à ma question, roman, est-ce que c'est pas un peu réducteur? Est-ce que vous retrouvez dans le conte, la fable, lorsqu'on parle d'un général, vous l'évoquiez, qui joue un peu les Robins des Bois, qui redistribue ses cassettes, parce qu'évidemment il y a plusieurs coffres, lorsque vous évoquez la malédiction, on a l'impression que c'est des thèmes qui sortent d'autres siècles de littérature. Alors roman, conte, fable, comment vous le positionnez? Non, pour moi c'est un roman, et l'idée de conte est arrivée assez tard. En fait, le livre était déjà en train d'être édité. Et en fait, au départ, je voyais ça plus comme un film qui commencerait en noir et blanc, muet. J'imaginais la scène justement de Landy avec, je sais pas, des acteurs muets, un peu comme ça, comme dans les films où il n'y avait pas de son. Ouais, voilà. Et qui deviendrait, je sais pas, un sépia, un peu plus loin, et puis jusqu'à la couleur. La couleur et la technique du beau jour. Voilà, je vois que vous avez beaucoup d'idées en tête. Est-ce que votre maison d'édition s'est déjà attelée à proposer une adaptation à des sociétés de production? C'est très visuel, c'est une écriture qui cavale, c'est protéiforme, c'est choral, et c'est très très visuel. Vous avez ce vrai talent-là. Moi je pense, après, voilà. Je sais pas du tout. Ils me disent, là pour l'allemand, je l'ai appris il y a une dizaine de jours. Et en fait, je pense qu'ils me disent que lorsque les contrats sont signés, sinon je suppose qu'ils considèrent que je serais peut-être trop impatiente, j'en sais rien. Je sais pas du tout, en tout cas. Puisque c'est votre tempérament, l'impatience. Exactement. Est-ce que vous verriez travailler à l'adaptation du roman où vous abandonneriez le bébé? Alors non, en fait, j'ai fait changer le contrat de cession de droit. J'ai dit que je voulais quand même garder un regard. Enfin, je ne sais pas si on me proposerait de travailler à l'adaptation, mais je voulais pas que... Bon,
Là, on n'est pas là. Non, non, enfin, je regardais quand même pour pas me tromper votre date de naissance. Vous n'êtes, on peut calculer très vite la courtoisie, l'élégance française vous y autorise. Vous êtes une jeune femme, mais manifestement vous n'avez pas envie d'être prise de court. Hein. Impatiente, qui fait réviser son contrat, qui pensait déjà à l'imagerie, à la mise en scène, à la conduite de son récit adapté, qui entend bien veiller au grain. Vous êtes qui est parti de Roumanie pour arriver en France. Vous savez ce que vous voulez, Irina, manifestement. Non, je sais ce que je rêve. C'est bien, c'est bien. Est-ce que vous avez une réaction ou des questions, mesdames et messieurs, sur le roman, sur la démarche de notre auteur? N'hésitez pas, hein. Dans quelques minutes, elle sera tout à vous. Qui a déjà le livre entre les mains? Quand j'ai entre les mains une image, hein, sur sa table de nuit, table de salon. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bravo. Quelquefois chez des auteurs, les gens sont là parce qu'ils ont envie de la lumière. Hein. Vous voyez? Donc vous avez vraiment de vrais lecteurs. Bravo. Qui l'a avec lui ou avec elle pour le faire dédicacer? Bravo. J'ai une dernière petite remarque à signaler avant de vous laisser à vos lecteurs, présents et futurs. Vous nous l'avez confié, vous avez été mariés, vous ne l'êtes plus. Je reviens quand même sur vos ateliers d'écriture donnés à Paris, hein, c'est cela? Non, non, enfin j'ai pas des ateliers. J'ai vu l'adresse, je crois que c'était une librairie installée à Paris où vous donniez vos ateliers d'écriture, je me suis trompé. C'est un stage d'écriture. Stage d'écriture. C'est Cesson. Ah, Cesson? Oui, c'est juste à côté. D'accord. Voilà. Mais ça va se finir, il y a encore 3 séances et puis c'est fini. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que vous apprenez dans ces stages d'écriture? On sait qu'aux États-Unis, il y a une vraie tradition en faculté, story writing, avec ce goût que la littérature anglaise, enfin anglo-saxonne a pour le dialogue qui permettrait de cadencer, de rythmer, de rendre vivant l'écriture. Je trouve que c'est pas du tout ce qui vous caractérise comme système. Qu'est-ce que vous apprenez, vous, dans ces stages d'écriture? Alors, je ne sais pas si j'apprends quelque chose. Enseigner, quoi. Ah, voilà, si j'enseigne quelque chose. En tout cas, je n'ai pas de schéma à l'américaine et tout ça, mais ce que je voudrais que les gens puissent dire, les participants puissent dire à la fin du stage d'écriture, c'est qu'ils ont pris un petit moment pour eux, et qu'ils se sont donné le temps de réfléchir à ce qu'ils veulent vraiment exprimer et qu'ils ont peut-être l'exprimer. Voilà. Mais c'est pas dans le but d'écrire des histoires, des théâtres. Je pense que c'est pas là l'écriture. L'écriture est autre chose. C'est juste un moyen d'expression. Et que ça donne une histoire. Ça, et en même temps, on parle de soi et de choses qui ont pu traverser son existence, ou de ses questions et de ses rêves à travers la littérature. Bah oui, mais c'est le résultat, c'est pas le point de chemin. départ. Voilà. Alors, juste une dernière question. 4 ans plus tard, on a la page 75, Gina, un des personnages, il y a beaucoup de femmes, revient enfin, fauchée, mais contente de rentrer, affirme-t-elle. J'ai été mariée à un Français, alors écoutez bien, comment on est dépeint ici, un pauvre type qui passait son temps à boire, c'est vrai, fumer, et a commencé des romans sur sa propre vie, dépourvu d'intérêt. J'ai dû me battre pour divorcer, mais bon, bref. Alors c'est comme ça que vous voyez les Français, vous. Alors soit dans l'archétype d'un comédien français qui joue Obélix, Depardieu pour les Américains, on est sale, on pète et on rote. Là on boit, on fiche rien de ses journées, on fume et on se lance dans des romans qui n'en finissent pas, qui n'ont aucun intérêt. Mais pas du tout, c'est le personnage de Gina qui était comme ça. Après, moi j'y peux rien, hein. C'est elle qui a mal choisi. Trop facile. Applaudissements pour Irina, s'il vous plaît, Théodore Q. J'y arriverai jamais, Irina. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir participé aujourd'hui donc à cette rencontre. Vous le savez, c'est la politique, l'heureuse politique du Forum depuis qu'il s'est installé ici, avec de nombreuses rencontres au fil des mois. Eh bien, ça a été un plaisir. Je vous laisse maintenant entre les mains du roman et de son auteur et passez un très bon samedi et à bientôt.